Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot, ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop, et que j'allais tout faire, pour atteindre mes rêves. Est-ce que tu sais twerker? Non. Est-ce que tu sais twerker? Non. Bonjour et bienvenue dans À défaut de twerker, le hors-série qui s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques et politiques du foot féminin. À défaut de savoir twerker, mes invités savent jouer au foot et en parler. Mais avant d'écouter l'interview, je vous propose un petit point actu. Le mondial, les dernières infos. Le sans faute continue pour les Françaises. Les Bleus se sont imposées contre la Norvège 2-1. Une victoire plus disputée que face à la Corée du Sud, mais qui leur permet de prendre la tête du groupe A. Ouverture du score à la 46e minute par Valérie Gauvin. 8 minutes plus tard, les Norvégiennes égalisent grâce aux Françaises. L'ancienne attaquante lyonnaise Isabelle Herlofsen envoie un centre devant les buts que Wendy Renard envoie au fond des filets en arrivant pour la défense. Attention Herlofsen, heureusement elle est excentrée. Oh là 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 là! Oh, Wendy Renard! Elle n'était pas en danger. Ça fait tâche, c'est un but gag et ça fait mal collectivement, à commenter l'héroïne du match d'ouverture. Et ses coéquipières sont restées solidaires. Ça reste la meilleure défenseur centrale du monde, a affirmé dans les vestiaires Gaëtan Tinet. Boulette effacée à la 72e minute quand Eugénie Le Sommer réussit son pénalty et enregistre son 76e but avec le maillot tricolore. Elle n'est plus qu'à 5 du record de Marinette Pichon, la légende de l'équipe de France qui estime que ce serait un honneur que son record soit battu par Eugénie Le Sommer. Prochain rendez-vous sur la pelouse pour les Bleus, le Nigeria lundi à Rennes. Derrière le poste, les Bleus affolent les compteurs d'audience à la télévision après le match contre la Corée du Sud, suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Nous étions plus de 10 millions encore une fois devant le petit écran, une part d'audience de 41%. Des scores auxquels les experts de l'audiovisuel ne croyaient pas, à commencer par la chaîne qui retransmet les matchs TF1. Devant l'engouement, le groupe Bouygues a donc décidé d'augmenter les tarifs publicitaires. Il en coûtait plus de 110 000 € au lieu de 76 000 pour diffuser 30 secondes de spot à la mi-temps. Une bonne nouvelle pour la FIFA qui veut atteindre le milliard de téléspectateurs cumulés d'ici la fin du mondial. Ce chiffre, par contre, la FIFA ne se presse pas pour l'augmenter, celui des primes aux sélections participant au mondial. Elles ont doublé en 4 ans, l'enveloppe est passée de 13 à 26 millions et demi d'euros. Si on ajoute les sommes débloquées pour la préparation des équipes et pour les clubs qui libèrent des joueuses, on arrive à 44 millions et c'est toujours très loin des hommes. 355 millions, c'est le montant que la FIFA a alloué à la dernière Coupe du Monde masculine en Russie. L'écart des moyens mobilisés pour les hommes et pour les femmes continue donc de grimper. À ce rythme-là, il faudra 20 ans pour atteindre l'égalité des primes, ont dénoncé les Matildas, les joueuses australiennes, en faisant remarquer que même si elles remportaient la Coupe du Monde, elles toucheraient moins que leurs homologues masculins pour une simple qualification au mondial. Elles auront attendu 10 ans pour briser le silence. Les débuts de l'équipe du Canada est éclipsé depuis plusieurs mois dans les médias outre-Atlantique par 13 anciennes joueuses victimes de harcèlement sexuel de la part de leur entraîneur. Elles racontent des textos à caractère sexuel, des avances, un environnement nocif. Le coach Bob Birarda a finalement été écarté, mais il aura fallu le soutien des supporters et supportrices. À partir de février, quand l'affaire est sortie, ils et elles ont quitté les tribunes des matchs masculins peu avant la fin de la première mi-temps pour protester contre le manque de réaction des dirigeants. La fédération canadienne, elle, reste silencieuse malgré les nombreux témoignages de joueuses. Une enquête de la chaîne publique CBC a révélé que 340 coachs engagés dans le sport amateur au Canada ont été accusés de délits sexuels sur des mineurs ces 20 dernières années. Quand les tribunes sont à nous, à Rennes, juste avant le début du match Chili-Suède, l'équipe féminine de Ménilmontant et la foule chantante d'ici là ont fait retentir l'hymne des femmes. Créé en 1971, il est devenu un emblème du MLF, le mouvement de libération des femmes. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, pour chaque épisode d'À défaut de twerker, il y aura un flash info, une interview invitée, mais aussi un débrief de match ou des réactions à chaud. Pour ce second épisode, j'ai décidé de regarder le match avec ma famille, plus exactement avec 2 de mes oncles, une de mes tantes et mes parents. J'ai une règle dans l'Olympiade femelle, celle de ne pas interviewer d'hommes cis. Mais pour cette partie du hors-série, j'ai décidé de déroger à cette règle.
Il s'agira certainement du seul épisode où vous entendrez des hommes cis. Et pour tout vous avouer, je crois que je m'en veux un peu. Parce qu'encore une fois, je donne la parole à ceux qu'on entend tout le temps. Malgré tout, il me semble que ces extraits sont importants. Parce qu'ils sont significatifs des comportements et actes sexistes auxquels nous faisons face au quotidien. Finalement, cette partie ne va pas tant parler de foot en termes de résultats et de compétences, mais plutôt de foot sous un aspect sociologique et politique. Et c'est ça que j'aime. Pour finir, je tiens à signaler que je suis dans une famille de footeux, mais étant née avec un vagin, je n'ai jamais pu accéder à cette discipline. J'ai très vite compris que c'était le domaine des mecs. On a le droit de raconter des conneries sur les meufs? Bah si tu veux, après c'est à tes risques et périls. Toi t'as mis... Putain mais t'as changé ça à risques et périls? Bah parce qu'après vous allez être fichés. Fichier comment ça va passer où ça? Ça va passer sur France Inter. Mais c'est le match là. Mais c'est pas moi qui ai mis ça. C'est sur la ligne. Ah, sur la 1. Ah ouais, c'est commencé. Bah oui, ça commence à... Et nous on a... 7-0 il y avait, je suis parti au lit ce matin, je me lève. 13, ils en ont mis 6 en un quart d'heure. Non. Alors là, mon oncle est en train de parler du match États-Unis-Thaïlande qui s'est déroulé la veille. Les États-Unis ont gagné 13-0. Un score qui n'est pas si surprenant étant donné que le niveau des équipes féminines est encore très hétérogène. En plus, la Team USA a déjà remporté 3 Coupes du Monde et a toujours été sur le podium en 7 éditions du tournoi planétaire. Un but tous les 7 minutes. Oui, tous les 7 minutes. 13-0. Et l'autre a pleuré. J'ai jamais vu ça chez les mecs. Leur meilleure joueuse, elle n'est pas là. Celle qui est... Ada Egerberg. Voilà. Ouais, qui est Ballon d'Or. Elle est pas là pour les... Parce qu'elle a eu peur. C'est une féministe. Elle a eu peur, non? Non, tu parles, c'est la meilleure. Non, c'est une question de salaire, d'écart salarial. Ouais, entre... les femmes. Petit point, Ada Egerberg. En réalité, Ada Egerberg a décidé de quitter la sélection et de ne pas participer à la Coupe du Monde en raison des disparités femmes-hommes dans le foot. Pas uniquement en raison des disparités salariales, mais aussi en termes de matériel, de conditions d'entraînement, de moyens techniques, de visibilisation, etc., etc. Après son départ, les joueuses de l'équipe norvégienne ont obtenu le même salaire que les joueurs. Mais il reste encore de nombreux points sur lesquels les fédés doivent travailler pour accéder à une équité entre les genres dans le foot. Hier, il y avait une américaine aussi qui était une super joueuse, qui n'était pas là parce qu'elle elle était en conflit avec la fédé américaine. Ah bah c'est possible. Parce que de toute façon, ils les traitent comme des chiennes aussi là-bas. Là, faut qu'ils te mordent dans le ballon. Hein. Et après 5-6 minutes largement dominé par les Bleus, ça s'est plus qu'équilibré. Allez, oui. Mon Dieu. Bon alors c'est quoi votre pronostic? 1-0 pour la France. Moi je dis 3-1 pour la France. Et toi? 1-0. Ah bah contre les Américaines, il y a déjà 3-0 à mon avis. Regarde, en retrait. Là comme ils jouent là, les Américaines, il y a 3-0 déjà là. On va se reprendre. Elle est sortie en boîte. En boîte? Elle est arrivée 2 fois en retard à l'entraînement, elle n'a pas joué le premier match. Pour que vous puissiez situer, si vous n'avez pas regardé le match hier, celle qui n'a pas été alignée au premier match, c'est-à-dire France-Corée, c'est Gauvin, la numéro 13. Elle évolue au poste d'attaquante à Montpellier. Corinne Diacre l'a sélectionnée en titulaire, malgré une saison assez décevante à Montpellier. Pour ce France-Norvège, elle a été élue joueuse du match, malgré, on peut le dire, une première période assez difficile pour la buteuse. Ah, tu connais les dessous. Ah, tu la connais la petite Gauvin, toi? Ah mais c'est vrai? Non, c'est une blague. Non, c'est vrai, elle n'a pas joué comme... Elle devait jouer titulaire, elle n'a pas joué. Parce que Elle était remplaçante parce qu'elle arrivait 2 fois en retard. Ah Mais ouais. pourquoi? Parce Apparemment, qu'elle était en boîte. c'est pas une Oh, rigolote après, là, Diacre. Oui, après t'extrapoles. Hein? Allez Vikings, oh shot! Qu'est-ce que t'as contre les Mais Vikings? tout ça pour faire chier parce qu'on est en train d'enregistrer. D'accord. Bah du coup on a plus le droit de raconter de conneries, c'est chiant hein. Non, si tu la racontes quand même. Tu as dit moi. J'ai fait pire. Bah non, je peux m'en pire d'habitude. Pire que d'habitude. Ah non, mais je me Regardez retiens. comme ma famille Non, a c'est mieux que d'habitude. Oui. On fait exprès un peu. Oui. Vous êtes vraiment des connasses. C'est ça, c'est nous. Je ferme ma gueule comme ça au moins. Là tu peux couper comme ça évitera que je raconte des conneries. C'est possible de couper pendant la mi-temps? Parce que sinon je raconte que des conneries donc vas-y, Arrête un peu de faire ton susceptible. bande de connasses. Non mais... La une de Charlie Hebdo? Non.
C'est quoi? Ah, bah vas-y, on va en parler. Vas-y, c'est quoi? Bah ça y est, ils en ont parlé. C'est Et, quoi? ouais, mais t'es d'accord avec ça? C'est Ah quoi? oui, Bah parce c'est que, quoi la une? T'es d'accord avec la une? Bah oui, parce Quoi? Oui, parce que t'es un homme. que... Non. C'est Bah si, quoi, parce que Adèle, alors la une une du Charlie Hebdo, Ah oui, bah ça y est. c'est une entrejambe de femme hyper hyper mal dessinée, pas du tout poilue, rose, avec un ballon là qui rentre dans la teuchade de la meuf. Et on va en bouffer Et alors? pendant un mois. On va en bouffer pendant un mois. Ouais. Alors déjà d'une bah, part, c'est tu de la bouffes jamais de la teuchade, donc il faudrait que t'en bouffes plus. Tu bouffes jamais de foot féminin, donc il faudrait que t'en bouffes plus. Donc pendant un mois, mais genre... chose pour le foot masculin, Charlie. Oui. Mais alors c'est sexiste. Oui, mais à ce moment-là, t'es d'accord que ils avaient Mais moi je suis pas pas le du droit tout d'accord avec la Charlie Hebdo, ils sont Ah. homophobes, ils sont LGBT-phobes, islamophobes, Ah ouais, racistes, d'accord. sexistes. Bah, ils ont été tous tués, comme ça, tranquille. C'est pas parce que ces gens ont été tués que leurs successeurs ont le droit d'être Moi, sexistes, bon racistes. goût, Charlie Hebdo, mais bon. Bon, ok. Là, on va arriver dans le vif du sujet. La mi-temps qui nous a déchirés. Le point de non-retour. Pour contextualiser, comme expliqué dans l'extrait, Charlie Hebdo a sorti une couverture où on voit un vagin très mal dessiné sur lequel se trouve un ballon de foot. Alors, je sais pas trop si le ballon représente le gland du clito ou bien s'il s'agit d'un ballon qui rentre directement dans la vulve. Hashtag vive le viol par le ballon rond. Mais la couverture est, quoi qu'il en soit, très choquante. Et en dessous, il est écrit « On va en bouffer pendant un mois ». En gros, il y a 15 minutes de « Mais Adèle, c'est moi. Mais on peut plus rien dire. Avant, on pouvait rire de tout. Vive les blagues sexistes, racistes et homophobes. C'était ça la liberté. » Et moi de répondre « Les blagues oppressives véhiculent l'oppression. Quand en tant qu'oppresseur, tu fais une blague sur une minorité opprimée, toi, tu es peut-être libre, comme tu le dis, mais la personne qui subit la blague ne l'est pas. Tu as le privilège de ne pas subir cette blague. » Bref, je vous laisse quelques passages, histoire de vous énerver un peu, mais pas trop non plus. Ça fait suffisamment mal aux oreilles, et on s'en prend suffisamment chaque jour dans la tronche. T'as pas l'impression aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de rien dire? Non. Ah bon? J'ai l'impression... Mais non. Avant, dans les Bah, années les 70-80, tu disais tout ce que tu voulais. Tout! Maintenant, T'avais le droit de tout dire. Aujourd'hui, t'as plus le droit de tu rien. peux plus rien dire. Aussitôt, t'as un groupe qui te... T'as tout de suite un machin qui vient et qui dit attention, Est-ce là, que vous vous rendez c'est. compte que vous êtes des vieux cons? Peut-être qu'on est des vieux Non, cons. mais là, Mais nous, on a vécu des Et choses, on franchement, n'est pas les seuls, où puisque... on avait le droit de tout dire et puis on s'en portait pas plus mal en même temps. Mais c'est parce que vous êtes privilégiés. En fait, le fait de dire quelque chose, même. Mais non, même mais en si on blaguant, continue s'il te plaît, maintenant- laisse-moi finir de parler à chaque fois. Si vous dites des choses, même en blaguant, vous véhiculez l'oppression. Alors peut-être qu'à l'époque, on vous laissait le dire parce qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles on se battait et sur lesquelles on essayait d'avancer. Maintenant qu'on a réussi à avancer sur ces choses-là, et ben on continue les combats. On a avancé, la preuve, hein, aujourd'hui, l'avortement, Est-ce qu'on a des têtes d'oppresseurs? On avance vachement. Mais bien sûr, moi-même, je suis une une oppresseur. Tout le monde est Bah, moi, pas du oppresseur. tout, je suis pas un oppresseur. Bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Bien dès sûr lors qu'on est des censeurs, on est oppresseurs. Toi, t'es plus oppresseur Bien sûr. que moi, c'est sûr. À mon avis. Bah si. Moi, je suis pas un oppresseur. Moi, franchement, je suis pas un oppresseur. En plus de réduire les joueuses de foot et plus largement les femmes à des vagins sur pattes, Charlie Hebdo insulte tous les efforts et sacrifices, tous les dangers que les femmes ont bravés pour pouvoir accéder à la pratique sportive. Cette Coupe du Monde est symbolique. Charlie Hebdo l'a réduit à un vagin rose mal dessiné. Bon, revenons-en au match. Logiquement, après la mi-temps, le match a repris. Et un but de Gauvin a été marqué dès la première minute de la seconde mi-temps. C'est lui, à mon avis, ça devient de réponse, c'est une ordure. Oui. D'entrée de jeu, patate, C'est championnat, c'est bon. Ah la vache. Même pas une minute. Oh putain. Ouf, voilà. 30 secondes. Ah bah, Gauvin. Ah, ça y est, elle rigole quand même. Elle sourit. C'est Gauvin, La ça? coach. Oui. Le foot rassemble à Skip. Mais tu vois, elle a peut-être dit d'écarter quand même, parce que tout à l'heure, il avait du mal à écarter. Bah, ils ont été pris à froid, à mon avis, là. Ouais. Ça arrivait trop vite. Ah merde, putain. Oh merci, le premier cliché c'est une meuf qui l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, pourtant les filles ça parle. D'habitude, ça parle. Merde. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Y couper la Merci langue? les commentatrices. On pourrait y couper la langue, mais elle, c'est quoi qu'elle a mérite que ça, franchement? Franchement, là, à mon avis, il faut la mettre au bidon. Non, juste qu'elle se déconstruise. Le marqueur! Oh, putain, mais c'est pas fait. Wendy Fox!
Wendy. Ça fait quoi? Bah, un partout. Voilà. C'est Wendy Fox, il a mis. Et là, elle le Mais met. non. Elle est pas pressée. Elle est pas pressée, rien. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Big drame. On comptait sur Wendy Renard pour nous faire un petit doublé de la tête comme sur le match France-Corée. Malheureusement, le seul but marqué par Renard pour ce France-Norvège, c'est dans ses propres filets. Elle a voulu envoyer le ballon en corner, a tapé avec le talon, et le ballon s'est retrouvé dans le but. Les moqueries sur Twitter sont déjà hyper nombreuses. On voit de nombreux mèmes et de nombreux montages mixant Kipembe et Renard. Après le match, la défenseuse a annoncé « Ça fait tâche, c'est un but gag. Ça fait mal collectivement car on avait fait les efforts pour marquer et ce but aurait pu nous mettre en difficulté mentalement. Mais on a démontré qu'on était costaud. On a fait les efforts pour marquer le deuxième et ça l'a fait. » Ah la vache! Oh la vache, le coup qu'elle lui met! Attends. Ah ça! En même temps, l'autre, elle y va les deux pieds en avant aussi. Hein. Oh, quand même, attends. Elle revient, penalty. T'as vu comment elle arrive les deux pieds en avant? Penalty, 22-1. Penalty. Le VAR. C'est dommage, elle est belle. Bah, quel est le rapport? Mais non, mais regarde, elle va choper un carton, elle va pleurer. Tu vas te faire. Elle va pleurer, regarde, ça y est, c'est moi, bon. franchement, tu vois, je suis pour les Françaises, mais je trouve qu'il n'y a pas péno là-dessus. Si, il y a penalty. Regarde, quand même. Et elle lui pète la canne et il n'y a pas penalty. Finalement, à la 72e minute, le Sommaire tire au penalty et marque un but, permettant aux Bleus d'éviter le match nul. Lourde discussion en famille. Péno ou pas péno? À l'écoute, ça sonne juste comme un running gag, non? Pourtant, j'ai coupé plusieurs minutes. Moi, franchement, il n'y a pas péno. Bien tiré. T'as encore de... C'est la peine de le dire, d'accord, il est marqué. Mais à mon avis, il n'y a pas pénalty là-dessus. Mais à ton avis, mais il y avait le VAR. Oui. Franchement. J'ai aimé ce que l'équipe de France a su faire, notamment en seconde période, en débutant très bien. Et il faut savoir que toute cette année, lors des matchs amicaux, très souvent, elles usaient leur adversaire et elles faisaient vraiment la différence en seconde période. C'est ce qu'on a vu avec un but rapidement inscrit par Valérie Gauvin. J'ai apprécié également... Alors moi, le ressenti du match, de toute façon, moi je suis pour l'équipe des Bleus. Donc quoi qu'il se passe, ce qu'elles feront, ce sera bien. La joueuse préférée, c'est la 11 parce qu'elle a couru partout, tout le temps, du début à la fin. Diani, voilà, elle, je l'ai trouvée très très bien, même si elle n'a pas marqué, parce qu'elle était beaucoup sur le terrain, elle courait partout. Voilà, donc en même temps, et c'est vrai qu'il faut qu'elle regarde, qu'elle visionne leur match et qu'elle s'améliore. Qu'elles améliorent surtout leur passe, qu'elles regardent à qui elles font leur passe. Mais voilà, moi j'étais contente de leur jeu. Et en plus elles ont gagné, donc c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. C'était Adèle à La Chapelle-Saint-Mémin. Pour cet épisode, j'accueille Djedjiga Kachenoura, cofondatrice du média Women Sport et présidente de l'association Sport Universel, qui a pour objectif de valoriser la pratique du sport pour les filles et les femmes. Bonjour Djedjiga. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel et de votre parcours sportif? Donc, comme vient de le dire Adèle, je m'appelle Djedjiga Kachenoura. En fait, je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie jusqu'à mon bac, donc jusqu'à 17 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, dans un milieu familial plutôt assez protégé, un milieu scolaire où la mixité était de rigueur, finalement, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. Je me rappelle, par exemple, notre institut faisait des tables mixtes. Ils ont été de même pour les jeux de la cour qu'on s'appropriait tous collectivement. Donc, à vrai dire, je me suis sentie confrontée au sujet du genre dans le sport, plutôt lors de ma pratique du football en France, à partir de l'âge de 20 ans, mais également plus tard en rencontrant les différents acteurs et intervenants de l'écosystème du sport français, ce qui est encore très très masculin. Donc je pensais au comité olympique français et j'avoue que c'était assez usant et très surprenant pour moi qui n'étais pas confrontée à ça en Algérie, curieusement, en tout cas parce que j'étais plutôt dans un milieu assez protégé, comme je venais de le dire. Aujourd'hui, je pratique le triathlon, qui est plutôt un sport individuel, mais où je ne ressens absolument pas, en tout cas, aucun marqueur de genre. C'est l'impression que j'ai, sauf peut-être les mecs qui aiment bien s'acheter du beau matériel. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à fonder Women Sport et Universel? Women Sport qui est, je le rappelle, un média qui s'intéresse aux femmes dans le sport, et Universel qui est une association qui promeut l'accès au sport pour les femmes et pour les filles.
Oui, en fait, c'était. Après, c'est vrai que j'ai eu toujours une passion pour le sport. J'ai toujours été une grande pratiquante de football. J'en ai joué pendant 10 ans. Donc, c'est là où j'ai vu où j'ai rencontré les premiers sujets, en tout cas liés au genre. Et au fur et à mesure, c'est vrai que quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, finalement, sincèrement, cette prise de conscience, elle est venue beaucoup plus tard. Et à mon retour, en fait, j'ai fait un peu 3 années sabbatiques. Parce que je travaillais à Tunis auparavant à la Banque africaine de développement. Et à mon retour à Paris, donc j'ai rencontré mes associés actuels. J'allais à pas mal de conférences sur le sujet, vraiment à titre intellectuel, personnel. Et puis j'ai rencontré à ce moment-là mes associés. Et on a décidé de monter le média parce que pour plus de représentativité, ce qui nous choquait vraiment, c'est on voyait des fois des conférences où les invités étaient exclusivement masculins et c'était très très surprenant. Moi, ça m'avait vraiment choqué. Finalement, dans le milieu professionnel, j'étais pas trop confrontée à ça, même si c'est encore le cas quand même, ne le niant pas. Mais dans le sport, c'était vraiment choquant. Sincèrement, d'ailleurs, j'avais posté à l'époque, j'avais demandé pourquoi on n'arrivait pas à trouver une nana pour parler de sujets de société, etc. Et ça a changé, c'est vrai qu'en 3, 4 ans, 5 ans, ça a énormément changé. Les pratiques de 2013-2014 étaient vraiment différentes. Et vous parliez des différences de traitement filles-garçons ou hommes-femmes dans le milieu du foot. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte particulièrement qu'il y avait des disparités entre les genres. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de vous, ce que vous avez vécu ? Ah oui, carrément, tout simplement le plus basique, je dirais, c'était les moyens. On payait nous-mêmes nos déplacements, on avait une paire de chaussettes, c'était la seule dotation qu'on avait, alors que les garçons à côté qui étaient même à un niveau inférieur avaient plus de dotation, avaient leurs survêtements, avaient leurs chaussures, etc. C'est vrai qu'on n'avait rien, et on payait même des fois de notre poche. On avait droit au terrain qui était de moins bonne qualité, etc. C'est vraiment, je pense, des choses qui sont assez récurrentes qu'on retrouvait à l'époque chez toutes les filles. Et même, je me rappelle, on allait jouer des fois ensemble à Vincennes, on n'était pas forcément acceptés. Donc soit au début on se dit c'est une fille qui débarque, je suis sympa avec elle, je la laisse jouer. Très vite on se rend compte qu'on joue plutôt bien. Et là au contraire il y a un excès d'agressivité. C'est très marrant en fait. C'était et c'est vraiment pas c'est vraiment pas un cliché. C'était très vrai. Vraiment les garçons devenaient agressifs et méchants avec nous parce que on arrivait à jouer comme eux, surtout sur des petits terrains ou des demi-terrains où la différence physique, je dirais, les moins de vitesse, etc., les moins flagrantes, on peut compenser. C'était assez flagrant. Avec Universel, vous valorisez le sport au féminin, notamment pour les plus jeunes. Pourquoi, selon vous, c'est important de réduire les inégalités en termes d'accès et en termes d'intérêt au niveau du sport entre les genres? C'est en lisant, j'aime bien intellectualiser les choses. C'est vrai qu'avant de définir notre stratégie, etc., je me rappelle, j'avais lu pas mal d'articles de recherche de sociologues sur les stéréotypes de genre, dont les stéréotypes de genre dans le sport. Et c'est vrai, par exemple, j'avais lu pas mal les publications de Catherine Nouveau, que j'aime beaucoup, et même tout ce qui me tombait sous la main. Et c'est vrai, on s'est rendu compte, on s'est dit que effectivement les stéréotypes de genre s'installent dès le plus jeune âge, de manière assez insidieuse et inconsciente. Insidieuse parce qu'inconsciente, et il nous semblait important de les atténuer dès le plus jeune âge, étant donné que la pratique sportive est un lieu de sociabilisation où les enfants passent du temps, se rencontrent, se jaugent, se confrontent. On a tous envie de gagner ou de dominer finalement. C'est triste à dire, mais je pense que c'est vraiment humain. Et du coup, je pense que c'est important d'instaurer un climat de pratique qui soit le plus égalitaire possible. Sinon, finalement, si on est dans un milieu peu égalitaire, finalement, on va renforcer la crainte des personnes, des perdants, qui vont encore avoir plus peur et avoir moins confiance, et puis renforcer le sentiment de domination des plus forts. Et je pense que c'est là où les éducateurs, etc., même les parents sont importants. Je pense, après il faut encourager les parents à emmener leurs filles vers des sports qu'on juge injustement masculins, et également les garçons, les emmener sur des sports qu'on juge aussi injustement féminins. Et je pense que le jour où tout ça sera
banal, on aura peut-être gagné, quoi, ou voilà, avoir des filles qui feront du football, du rugby, du cyclisme, des garçons à la danse, que ça pose pas de problème ni aux parents. En tout cas, il n'y a pas ce questionnement ni des pratiquants ni des parents. On aura franchi un grand pas. Donc vous, à l'école, vous l'avez pas vraiment vécu, la différenciation entre les genres. En tout cas, en France, c'est assez fréquent que dans les cours d'école, l'espace central soit occupé par les garçons, et notamment pour des parties de foot. En tout cas, moi, je l'ai vécu en primaire. Est-ce que le foot, selon vous, c'est un outil utilisé par les garçons pour s'approprier l'espace ? Carrément, je pense. Moi, j'ai plutôt discuté avec les enfants de collègues qui ont maintenant des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, des filles, des garçons. C'est vrai qu'on a envie de prendre l'espace. Les garçons, le football de fait prendre de l'espace sur une cour d'école, et les garçons sont encore, j'ai demandé récemment, à chaque fois je refais une petite enquête dans mon entourage, et c'est encore le cas partout. C'est effrayant. Après, je dis aux filles, pourquoi vous y allez pas ? Il y en a qui vont y aller, mais elles vont pas avoir le ballon parce que collectivement, les garçons, celui qui va donner le ballon, même s'il y en a, je pense, certains qui veulent le donner, il va se faire traiter de faible ou je ne sais pas quoi parce qu'il a passé le ballon à une fille. Et je suis encore, peut-être, j'affirme ça comme des généralités, mais c'est vraiment vrai et c'est pas des cas isolés. Et j'aimerais bien que les gens peut-être se rendent compte de à quel point c'est pas le cas. Il suffit, je me rappelle, j'étais ce week-end à Vannes, on est passé devant un skatepark et là on regarde, il y avait que des garçons dans le skatepark. Après des garçons en plus de tout, ça commence à l'âge de 5 ans jusqu'à, c'est pas juste les adolescents, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et il n'y avait aucune fille, mais vraiment aucune fille sur peut-être une quarantaine, cinquantaine de pratiquants. On se dit mais pourquoi ? Et pareil, j'avais la fille d'un de mes meilleurs amis. Quand je l'ai vue la dernière fois, la première chose qu'elle m'a soufflé, alors qu'elle m'a dit, c'est je joue au basket. Je savais qu'elle faisait du basket, mais je ne comprends pas pourquoi les garçons ne me veulent jamais passer le ballon. Pourtant, je me démarque, j'ai compris. Eux, ils n'ont rien compris. Ils se démarquent même pas, et pourtant, ils donnent le ballon à la personne qui n'est pas démarquée. Elle a raison. Et après, là, bon, c'est à l'éducateur de faire l'effort d'équilibrer les choses. C'est difficile. Mais je pense que c'est très très important, ça passe par les éducateurs, les parents, et ça aide à donner confiance. Et du coup, elle pensait, elle se disait peut-être je joue pas bien, peut-être il y a quelque chose que je fais mal. Du coup, la preuve, elle dit la phrase pourtant je me démarque. On se remet en question, on remet pas les autres en question finalement, et ça aide pas à instaurer la confiance en soi. Et je pense que c'est des éléments qui sont très très importants. Et est-ce que vous-même, enfant, vous avez eu le sentiment que le foot était un sport de garçon ? J'avoue que je jouais avec mes frères dans le village et j'y allais jouer avec... j'ai toujours joué avec mes frères. Et curieusement, c'était un petit village de Kabylie. Et curieusement, on pouvait aller jouer au foot, faire des jeux avec les garçons du village. Et c'était vraiment normal jusqu'à un âge assez tardif en plus. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu tel quel. Après, c'est un milieu très particulier, mais aujourd'hui en Algérie, on a lu plein d'articles sur même les femmes qui n'avaient pas d'autorisation d'aller au stade, etc. C'est pas du tout le cas. J'étais une exception. Et donc, juste pour dire que, encore une fois, des fois les clichés sont pas forcément vrais. Finalement, j'ai ressenti plus de stéréotypes de genre en France qu'en Algérie. C'est bien rappelé, je pense. On voit pas mal de vidéos de très jeunes joueuses qui se débrouillent extrêmement bien, c'est des génies du foot, qui font le buzz et qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquez cet attrait pour ce type de contenu ? Je pense que c'est plus, ça traduit l'attrait de l'homme, pour ce qui est l'homme avec un grand H, pour ce qui étonne ou surprend. Je pense que ça traduit plutôt un postulat général qui présume que les femmes ou les filles jouent moins bien que le foot normalisé, le foot qu'on voit à la télé. Tout le foot, c'est le foot pratiqué par des garçons, donc la représentation qu'en fait notre cerveau en tout cas. Et voir des filles en faire autant, donc les surprend. Et je pense que c'est juste un étonnement qui traduit le fait qu'on pense que les filles jouent moins bien au football. Après, du coup, finalement, la question, c'est pourquoi on pense que les filles jouent moins bien au football. Donc ça, c'est plutôt finalement la question sous-jacente. Et pourquoi pense-t-on que les filles jouent moins bien au football ? Parce que je pense, je sais pas, c'est peut-être dur ce que je vais dire. Je pense que ce qu'on a vu, par exemple, sur
il y a eu très peu, le football s'est féminisé très très tardivement par rapport à d'autres sports, donc ça c'est indéniable, alors que d'autres sports bourgeois comme le tennis s'est féminisé beaucoup plus tôt, etc. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre certains sports, hein, parce qu'on dit pourquoi dans le tennis c'est pas pareil. Après dans les sports on va dire du prolétariat comme le cyclisme, le football, etc., où il y a des marqueurs sociaux encore différents de ce qu'on peut retrouver dans les sports bourgeois qui étaient récréatifs, c'était pour passer le temps et vraiment une pratique loisir et aussi compétition. Du coup, ça s'est féminisé beaucoup plus tard et avec des moyens, ce que je disais, les éducateurs sont pas forcément les mieux. Ce que disait Mélissa Plaza, je crois récemment, qu'elle disait oui, moi j'aurais été sans doute meilleure si j'avais eu des meilleurs éducateurs en tant que pratiquante féminine. Et je pense que le niveau collectif du football pratiqué par les femmes est pas très bon aujourd'hui encore. Je pense qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité encore. On n'a qu'à voir l'équipe de France ou l'équipe de Lyon, où il y a peut-être 80% de l'effectif qui est de très haut niveau, et le reste, moi je le trouve personnellement en tant que, je dis pas que je suis experte de foot, mais un peu d'un moins bon niveau, mais pas parce que les femmes sont moins bonnes intrinsèquement au foot, c'est juste parce que voilà, elles pratiquent moins, elles en pratiquaient moins. C'est pas les 5 entraînements par semaine qu'ont les garçons, les moyens, etc. Donc je pense que d'ici 10 ans, on verra un football de très bonne qualité. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la première mi-temps de la finale de la Champions League. Je trouvais que Lyon, ça jouait très bien. C'était du super foot avec les bons déplacements. Techniquement, c'était très propre. Et je pense que peut-être on n'a pas encore vu, peut-être les spectateurs n'ont pas encore vu peut-être à juste titre du coup, du très bon niveau de football féminin, mais qui va, je pense, venir et c'est déjà le cas, ça s'est vachement amélioré. Et on voit d'ailleurs les Américaines, elles jouent très bien parce que voilà, il y a plus de pratiquantes, il y a plus de densité, donc il y a plus de moyens, il y a plus de densité, mais il n'y a pas de miracle. J'en parlais justement la dernière fois avec Annie Fortems et je lui demandais mais pourquoi, alors que le football n'est pas tant démocratisé aux États-Unis, les femmes sont plus fortes qu'en France, où vraiment, il y a la culture football. Ouais. Et elle me disait justement, c'est parce que les hommes se sont pas approprié ce sport aux États-Unis qu'elles ont pu prendre la place. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est une culture, c'est une histoire différente en tout cas du football pratiqué aux États-Unis et pratiqué dans les pays européens. Et c'est ce qui explique la différence. Elle a complètement raison. C'est vrai qu'aux États-Unis, la pratique masculine du football, elle est plutôt chez les populations hispaniques et moins, les autres sont allés sur d'autres sports. En tout cas, la population masculine dominante, elle est sur d'autres sports. Il y a quelques mois, on apprenait que les filles de l'U15 du FC Nantes avaient marqué 95 buts en 3 matchs. Beaucoup plus fortes que leurs adversaires au niveau départemental, elles ont eu l'autorisation de jouer contre des équipes masculines, mais seulement dans le cadre de matchs amicaux. Le président du district de Nantes s'était d'ailleurs exprimé en expliquant que, je cite, « Les garçons n'aiment pas perdre de nature, alors être battus par des filles, 3 petits points ». Puis d'ajouter que, de toute façon, elles pratiquent un football différent. Finalement, même si la féminisation du foot est officiellement encouragée, puisque la FFF a lancé un programme de féminisation du foot depuis 2011, la réalité du terrain, elle est tout autre. Ouais. Pourquoi, selon vous, certaines personnes, comme cet homme, n'ont pas la volonté de voir le foot féminin progresser ? Oui, effectivement, je pense que le comportement, les propos du président sont complètement indignes, à mon sens, rétrogrades et pas dignes d'un représentant de la FFF en 2019. Je trouve qu'on pourrait peut-être mettre des sanctions, j'en sais rien. C'est peut-être un peu trop fort, mais pas lui donner en tout cas de plus grandes responsabilités à ce monsieur. Après, j'imagine, je pense qu'il a pas. Après, je le condamne pas outre mesure parce que je pense qu'on revient au stéréotype dont on parlait tout à l'heure. C'est presque, je pense, c'est une phrase qui est venue toute seule parce qu'au plus profond de lui, je pense qu'il le pense, que les femmes sont plus fragiles, que les femmes ont moins d'attrait sur les sports très physiques, même si tous les sports sont finalement physiques. Je pense c'est une personne, mais finalement moi ce qui me pose encore plus problème dans ce que tu viens de dire, c'est c'est la disparité des niveaux dans le foot féminin. Finalement que cette équipe se retrouve avec une différence de buts de, je sais plus, c'était 95 buts d'écart. Et on se dit pourquoi il y a autant d'hétérogénéité. L'idéal c'est que finalement elles aient des équipes qui puissent leur faire, qui soient à leur niveau et les confronter. Et je pense qu'il faut absolument homogénéiser les niveaux.
des féminines. Et c'est ce qu'on voit même dans le championnat français. Je regarde très régulièrement le championnat français. Moi, ça me fait mal au cœur. Lyon a concentré les très bonnes joueuses, certes, Paris, et puis un peu plus Montpellier également. Mais je pense que c'était l'entraîneur en rugby qui disait que c'est bien de faire des mesures incitatives pour mettre moins de concentration dans les niveaux des clubs. Et je pense que ça apporterait quelque chose de positif d'homogénéiser les niveaux. Je pense que ça fera progresser le niveau global du football pratiqué par les femmes en France. Après, je ne pense pas que ça soit une volonté de ne pas voir le foot féminin progresser. C'est plutôt je pense là, c'était plutôt une approche passive. Je pense qu'il faut être plutôt dans une démarche, plus active, incitative de la part des autorités, comme ce qu'avait fait finalement. Je trouvais qu'il y avait eu un grand saut dans ce qu'avait fait Aimé Jacquet finalement c'était des mesures incitatives et même on pouvait pas les équipes, il fallait avoir un minimum d'équipes, organiser un minimum de philo-foot, etc. à l'époque, d'avoir des sections féminines. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut aller au-delà sur des mesures hyper concrètes comme ça en fait. Je pense que et ça a fait. D'ailleurs, on voit maintenant comme le niveau a progressé. Mais je pense grâce à Aimé Jacquet. C'est ce que je pense personnellement. Voilà. Mais en même temps, en soi, le fait de ne pas vouloir, de ne pas reconnaître le foot féminin, même si il n'y a pas de foot féminin et de foot le foot au féminin, on va dire. Voilà. C'est une manière de ne pas valider la progression de ce type de foot, non ? Je pense qu'il faut encore beaucoup de renouveler un grand pan de dirigeants et apporter de la modernité. C'est un jugement de valeur, certes, de ma part, pour que les choses avance encore plus vite qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on progresse quand même. Et des fois, on a l'impression qu'on recule à l'image de où Lille supprime son équipe réserve féminine parce que les Lilloises sont descendues en division 2 féminine. Donc tout de suite, on veut mettre moins de moyens. On a essayé une année, mais les filles, vous n'avez pas assuré, donc punition. Voilà, je pense qu'il faut que les inciter vraiment sur des démarches de long terme et voilà, accompagner ça par la FFF, la LFP et aussi les médias. Voilà. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution positive dans l'apport de moyens techniques et financiers au sein des clubs pour favoriser le foot féminin et permettre justement aux filles comme aux garçons de s'entraîner dans des conditions similaires ? Je pense que c'est le cas, mais c'est pas encore assez. Certains clubs le font. Je pense malheureusement, on a plus envie de le faire. Les clubs auront plus envie de le faire. Une fois, c'est plus médiatisé. Une fois, on a créé un peu des stars. Quoi qu'il en soit, l'être humain aussi, nous, pour toi et moi, on a envie d'avoir des histoires, de personnaliser un peu certains. C'est pas. On aime des équipes, mais on aime des joueurs, on aime des personnalités. Et ça passe par les médias. Le fait de créer des histoires. Tout, aujourd'hui, c'est raconter une histoire. Et je pense les clubs ont envie de se dire il y a de quoi raconter une histoire autour de ce qu'on fait pour le football féminin. Je le comprends. Le football au féminin, pardon, je le comprends, mais du coup je pense que c'est tout un système à changer. C'est pour ça que j'ai insisté sur les médias. Et là je voyais typiquement les reportages qu'on a sur l'équipe féminine à Clairefontaine, qui est en préparation à Clairefontaine. Je les trouve hyper ternes comparativement. Je pense qu'il faudrait un jugement plus froid que ça, mais il faudrait revoir les reportages qu'on a eu sur l'équipe masculine et revoir les reportages qu'on a eu sur l'équipe féminine. J'ai l'impression que c'est vraiment pas les mêmes. Je pense qu'il faut mettre des individus en avant, ça reste une équipe, mais on a besoin de ces histoires. Et je pense peut-être en nombre d'heures, si on fait la partie chiffrée, peut-être on est pareil entre les filles et les garçons, mais il y a aussi la qualité, la manière dont on raconte des histoires qui est vraiment différente. Moi, j'étais atterrée, je sais plus, régulièrement j'allume la télé pour regarder ces reportages-là, un peu où ils en sont dans leur préparation, où on est l'équipe dans la préparation, et je suis atterrée par la qualité des reportages. Ils me donnent pas envie, même à moi, ils me donnent pas envie, quoi. C'est terrible. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est plus, le foot au masculin, c'est tout un monde, c'est pas juste du foot. Ouais. En fait, c'est comme vous le disiez, c'est plein d'histoires, plein de récits, même intimistes, c'est beaucoup de gossip. Ouais. Et
Et je trouve ça dommage de s'intéresser finalement que... Enfin, c'est hyper important de s'intéresser au sport, notamment... à la partie sportive, oui, d'autant plus chez les femmes, parce qu'en général, on s'intéresse à l'esthétique et tout. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir d'autres choses, l'aspect politique, sociologique, etc. Moi, je pense, oui, ça ferait vraiment du bien de parler des athlètes en tant que personnes, en tant que personnes qui sont des femmes. Et moi, ça me gênerait pas du tout, et je trouverais ça au contraire vraiment très positif. Comme tu dis, le foot aujourd'hui, c'est vraiment un sport emblématique. Je pense que c'est vraiment différent de tous les autres sports parce que c'est pratiqué par tout le monde, parce que tout le monde le regarde. C'est un sport hyper politisé, quoi qu'on en dise. On a vu le président Macron aller à côté de l'équipe et partager un peu la victoire de l'équipe. Ça lui a apporté, je dirais, quelques peut-être points de sondage dans les sondages vers le haut. Après, tout le monde le fait, c'est pas une critique. Bon, on peut parler des heures sur la politisation du football, mais c'est vraiment un sport. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est un sport vraiment à part, différent. Ouais, dans sa place dans la société, il est différent. Très forte. Ouais. Et du coup, je pense que ce serait bien que. On a l'impression effectivement, il y a le football pratiqué au masculin qui prend tellement de place, qui est là, qui est posé. Puis à chaque fois, on essaie de comparer les féminines à côté. Je sais pas, on peut juste l'aborder comme des athlètes de haut niveau qui font du football et qui ont des personnalités chacune, des histoires chacune. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci pour toi. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? J'espère qu'il y aura du beau jeu et que les bars vont diffuser tous les matchs et qu'il y aura de l'engouement pour cette Coupe du Monde. Et j'espère que les médias vont jouer vraiment leur rôle. Et voilà. J'espère aussi. Mais en tout cas, moi, je vais voir plein de matchs. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de l'épisode. À défaut de twerker est un hors-série du podcast L'Olympiade Femelle, qui s'intéresse au féminisme au pluriel et au sport au pluriel. Je remercie l'équipe de Podcut, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Bisous!